climatologue, qui en plus est chargé de mission dans la Chambre d'agriculture. C'est vous dire s'il a les pieds comme la tête dans les sujets de nos territoires. Merci d'accueillir Vincent Caillé. Bonjour. Ouais. Donc merci de m'accueillir. Donc effectivement, je suis Vincent Caillé, je travaille dans les locaux de la Chambre d'agriculture de la Creuse, mais désormais donc, je travaille pour le CIDAM qui est le regroupement des chambres d'agriculture du Massif central, même si je travaille toujours dans les locaux donc, de la Chambre de la Creuse. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les perspectives climatiques sur le Massif central jusqu'en 2050, dans le cadre du projet AP3C. Alors AP3C pour adaptation des pratiques culturelles au changement climatique, mais cet après-midi on m'a demandé de me focaliser donc sur le climat, et en particulier donc sur ce climat, on m'a demandé spécifiquement de ne pas retenir les coûts. Donc merci Pierre, et vous êtes quand même prévenus. Voilà. Donc je vais vous décrire. Alors pourquoi est-ce que je fais cette introduction? C'est que dans ce qui vous est présenté habituellement, ce qui vous a été présenté également hier après-midi ou hier soir, donc par la climatologue donc, de l'Institut Persimon Laplace, ce sont des projections donc dites classiques, des projections physiques du climat, qui sont en France mises à disposition notamment sur le site DRIAS, les futurs du climat. Il suffit d'une simple inscription gratuite, vous pouvez télécharger donc, les projections climatiques où vous le souhaitez sur le territoire, mais qui encore actuellement sont le résultat de modèles physiques de recherche, c'est-à-dire qu'ils cherchent à mieux décrire les processus qui permettent d'expliquer le changement climatique. Bref, ces modèles, encore actuellement, ils répondent à la question pourquoi le changement climatique, mais pas nécessairement comment. En particulier, pour une raison technique, c'est qu'il n'y a aucune observation météorologique à l'intérieur de ces modèles. On ne peut pas intégrer l'observation météo dans ce genre de modèle. Donc, en sens inverse, les projections climatiques qui ont été conçues donc, dans le cadre du projet AP3C, vous avez le site juste à côté, c'est un outil de description des trajectoires en cours. Donc, ça répond pleinement à la question comment le changement climatique, et pas pourquoi. On n'améliore pas la compréhension du changement climatique, simplement on décrit ce qui est en train de se passer sur les territoires. Donc la particularité, c'est la compatibilité avec les trajectoires engagées sur le territoire. Et encore actuellement, c'est une exclusivité européenne et peut-être bien mondiale, même si on n'est pas allé vérifier partout. Comme c'est un outil relativement léger, ce sont des statistiques, on a pu réaliser 10 000 projections, ce qui permet d'avoir des probabilités relativement robustes, y compris sur des événements relativement rares, même si notre propos, ce n'est pas les extrêmes absolus. Et ensuite, avec une méthode, on va dire, de spatialisation des données, c'est-à-dire d'interpolation si vous préférez, en adaptation aux configurations de relief, on a pu descendre donc, jusqu'à une échelle donc, de 500 mètres. Donc, pour vous donner une idée, que ce n'est pas juste une question théorique, ces histoires donc, de non-représentativité a priori des projections climatiques standards, je vous ai sorti un document que vous pouvez aller chercher vous-même sur l'Atlas interactif qui est associé au dernier rapport du GIEC. C'est la comparaison entre quoi? Entre des trajectoires climatiques telles qu'elles sont simulées par le dernier paquet de modèles du GIEC, le dernier rapport qui vient de sortir, sur la température, sur la moyenne des températures maximales du printemps. Sur votre gauche, vous avez comment c'est simulé par les modèles. Sur votre droite, c'est comment c'est observé. Comment c'est simulé? Entre le proche passé et le proche futur, donc c'est pas très dépendant des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, du coup on ne va pas très loin. On trouve donc entre 1,5 et 1,6 degrés en 55 ans sur le Massif central en moyenne, et vous voyez que c'est très peu différent selon les endroits du Massif central, et la vitesse est relativement légère, relativement faible, tandis qu'en observation, vous avez 2,5 à 3,8 degrés en 35 ans, grosso modo, le changement climatique réel sur le terrain, il va 3 à 4 fois plus vite que le changement climatique simulé. Vous comprenez la raison pour laquelle, dans le domaine agricole, on a utilisé ce qui se passe réellement sur le terrain et pas ce qui est habituellement simulé. Excusez-moi, je vais m'y adapter. Une autre manière de représenter les choses, et là on est responsable, on n'est pas, parce que avant que la classe interactive du GIEC sorte, nous on avait fait également une comparaison, parce qu'en fait elles sont à la base du projet AP3C. Pourquoi est-ce que le projet AP3C a recruté un climatologue? Justement parce que les agriculteurs sur le terrain s'étaient rendus compte de cette divergence entre ce qu'on présente habituellement du changement climatique et puis ce qui se produit réellement. Et donc là c'est une autre manière de représenter l'évolution de la moyenne des températures maximales du printemps donc, sur la zone de Clermont-Ferrand. En point noir, ce sont les observations, donc sur une quarantaine d'années.
En point vert, ce sont les simulations avec un scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre. En point rouge, avec un scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que, premièrement, on confirme le fait que la pente observée, elle est en 3 à 4 fois plus forte que les pentes simulées. Et une autre chose qui est plus importante, parce qu'on vous dit, bah oui, mais ça va quand même dans le même sens. Bah, ça dépend comment on regarde le graphique. Le graphique, on peut aussi le regarder de manière horizontale et se rendre compte que jusqu'à la fin, certes, on part à peu près des mêmes zones de température. Pourquoi? Parce que les modèles ont été recalés en niveau sur une période de référence. Mais lorsqu'on va vers le futur, y compris donc jusqu'à la fin du siècle en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre, où est-ce qu'on se stabilise quelque part vers 18 degrés. Tandis qu'en observation en valeur actuelle, 2023, on est déjà vers 18 degrés et demi, voire 19 degrés. Donc avec les projections climatiques habituelles, on a l'impression de regarder vers le futur, mais pour un certain nombre de paramètres impactants pour la production agricole, parce que la température diurne, c'est très impactant pour le démarrage de végétation, en fait, on a déjà dépassé maintenant ce qui est projeté jusqu'à la fin du siècle. Je répondrai aux questions donc volontiers sur ce sujet. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse donc, de vérifier que ce genre de considération, ça n'a pas été développé sur un coin de table et que, au contraire, ça a subi le filtre d'un certain nombre de révisions, enfin de communications revues par des pairs, j'ai laissé donc les références auxquelles vous pourrez vérifier. Donc, vous pouvez donc avoir ce diaporama à votre disposition. Sur quel domaine est-ce qu'on a fait ces projections donc, climatiques compatibles avec les trajectoires engagées? On a commencé sur le domaine vert. Pourquoi? Parce que ce sont les 11 chambres d'agriculture départementales dont vous voyez les départements qui sont engagés financièrement à l'intérieur du projet AP3C. Et ensuite, suite à la demande donc, du commissariat de massif, qui nous a donc aidé donc, à l'intérieur de ce projet, il a souhaité qu'on étende notre domaine sur l'ensemble du Massif central. Donc voilà pourquoi désormais vous aurez des informations sur le grand rectangle rouge. Et j'ai fait donc une autre diapositive pour je rappelle ce grand rectangle rouge. Donc voilà nos cartes de projection climatique, elles sont là-dessus. Et ensuite, ça vous indique également la densité du réseau sur lequel donc on fait les rapports, donc la vérification, on va dire, l'accrochage de la spatialisation. Bah voilà, il y a environ 235 points donc sur l'ensemble du Massif central. J'en ai terminé avec les questions de méthode, maintenant on va passer aux résultats. Voilà ce qui est en train de se passer sur le Massif central, voilà les trajectoires telles qu'elles sont réellement telles qu'elles se sont réellement enclenchées depuis une quarantaine d'années, et telles qu'elles sont en train de se produire donc, et sur lesquelles hélas on ne pourra pas avoir d'influence forte. Pourquoi? Parce qu'on reste, nous on a fait des projections jusqu'en 2050, et à cause de l'inertie du changement climatique, on a dû vous l'expliquer hier d'ailleurs, même si on rentre dans un scénario moins émetteur de gaz à effet de serre, la divergence avec la poursuite d'un scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre, le résultat c'est dans plusieurs dizaines d'années. On est parti, donc le paramètre le plus basique c'est l'évolution de la température moyenne annuelle, donc voilà comment ça évolue sur le Massif central. Donc regardez la valeur donc, au centre, on est aux alentours de 1,9 degré, vous multipliez par 2, ça fait environ 3,8, c'est-à-dire 4 degrés par siècle, un petit peu plus vers le nord-est, un petit peu moins vers le sud-ouest. Et ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur d'un département, vous pouvez avoir donc, des différences qui sont relativement importantes. J'ai fait un zoom, donc enfin, toutes les autres cartes, ça sera zoomé sur l'espace CEC Massif central, donc sur les 2, 4, 6, 8, 9 départements, c'est bon ça? Donc là, c'est un peu plus grand, et puis ça permet de voir qu'à l'intérieur de pratiquement de chaque département, vous avez toute la gamme. On va prendre le Puy-de-Dôme, là, ça part de zones où l'évolution elle est de l'ordre de 1,7 degré en 50 ans, donc 3 degrés et demi, à des zones où ça dépasse les 2 degrés, donc en 50 ans, donc un peu plus de 4 degrés. Donc déjà sur ce paramètre, on va dire très standard, très tamponné, on peut avoir des différences. Pour un phénomène global, on peut avoir des différences de réaction infradépartementales. Et ça sera encore plus important sur les paramètres donc, qui vont suivre. C'est parti. Donc là, j'ai fait un zoom pour voir jusqu'à quel niveau de précision, entre guillemets, on peut avoir, précision géographique. Donc là, j'ai zoomé sur notre zone ici. Donc Aulnat, parce qu'on a là, ce sont les 4 points, les 4 stations. Ça doit être l'agglomération de Clermont-Ferrand. Donc Cournon doit être quelque part par là. Voilà. Donc à l'intérieur d'un petit domaine, ça doit faire quoi ça? Une quinzaine de kilomètres, un maximum de diamètre. On peut avoir donc des différences de vitesse d'évolution qui sont significatives. Lorsqu'on est plus proche de la vallée, ça évolue plus vite. Lorsqu'on monte en montagne, ça évolue un peu moins vite. Voilà jusqu'à quel niveau de précision on peut arriver avec donc, nos projections.
Je vais maintenant circuler sur les saisons, en particulier le printemps. Le printemps, regardez, les valeurs centrales, elles sont donc aux alentours de 2,5 degrés en 50 ans, c'est-à-dire 5 degrés par siècle. C'est la saison sur laquelle les températures évoluent le plus vite en réalité. Alors que ce qu'on vous explique dans le cadre des simulations globales zoomées sur la France, on vous dit c'est l'été que les températures évoluent le plus vite. Certes, ça c'est le signal de grande échelle, mais en réalité sur le terrain, en tout cas sur le Massif central, c'est au printemps que les températures évoluent le plus vite. Et vous avez donc des contrastes qui sont également importants donc, à l'intérieur de chaque département. En été, ça a été une surprise, mais on l'a expliqué ensuite. Regardez les valeurs centrales d'évolution, donc aux alentours de 1,8 degrés environ, donc ça fait 3,6 degrés par siècle. C'est un peu moins rapide en moyenne que le printemps, et surtout, il y a des zones du Massif central où ça évolue presque pas à la hausse. Haute-Loire, Cantal, nord de la Lozère. Donc là, c'est pratiquement contradictoire avec ce qu'on vous explique habituellement. On a eu mais il se trouve qu'on est conforté dans notre analyse parce que c'est cohérent avec l'évolution des précipitations qu'on a fait par ailleurs. Vraisemblablement, la cause, là, c'est l'apport de chaleur supplémentaire avec les reliefs. Ça enclenche des brises de pente plus importantes, soulèvement de masse d'air, formation de nuages plus facile, tant qu'il ne fait pas trop sec. Et donc, quand vous bloquez le rayonnement avec les nuages, vous limitez les températures. Voilà pourquoi, sur un certain nombre de zones du Massif central, en été, les températures, en moyenne, n'évoluent que très peu à la hausse. Suivante. Ça, c'était les moyennes. Si on se focalise sur les températures élevées, là, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout en périphérie que ça évolue beaucoup en valeur absolue. On va prendre une zone sur on va prendre un point sur votre zone. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez, on va regarder du côté de l'Aveyron, où aux alentours de l'an 2000, on est aux alentours de 10 jours supérieurs à 32 degrés, et vers 2050, on y sera 2 fois et demi, voire 3 fois plus. Alors en altitude, en nombre de jours, ça évolue très peu, mais quand on regarde pixel par pixel, par contre, en pourcentage, en ratio, là ça évolue plus vite. Autant en plaine, on peut être à facteur 2, mais en altitude, on est à facteur 7. Mais bien entendu, il n'y a pas plus de jours chauds en altitude qu'en plaine. Mais ce que je viens de vous exprimer, là, c'est un témoignage de l'augmentation de la variabilité du climat. Au plus vous allez sur les extrêmes, au plus ça évolue vite. Même si les extrêmes, bien entendu, restent plus rares que les moyennes. Saison suivante, l'hiver, c'est carrément, à peu de choses près, l'opposé de l'été, c'est-à-dire que donc la valeur centrale est aux alentours de 2 degrés. En périphérie, vous avez des évolutions relativement faibles. Par contre, en plein cœur du massif, vous avez des évolutions qui ponctuellement sont de l'ordre de 4 degrés en 50 ans, 8 degrés par siècle. Ça, c'est un effet d'albédo, c'est-à-dire que c'est très probablement la destruction assez rapide du manteau neigeux hivernal qui est remplacé par du vert s'il y a de l'herbe ou du marron s'il y a du sol. Et ça capte plus facilement donc, le rayonnement solaire, donc ça accélère la désagrégation de la couche neigeuse résiduelle. Voilà pourquoi, donc, à ce moment donc, du changement climatique et sur ces zones, la vitesse d'évolution, c'est la plus rapide, toutes saisons confondues. J'ai parlé des températures, le changement climatique, il y a d'autres paramètres qui bougent. Maintenant, l'évolution des précipitations. Là, c'est l'évolution en millimètres. Attention, avec les précipitations, il faut impérativement tenir compte de l'incertitude associée, qui est de l'ordre de plus ou moins 70. Donc, en fait, les seuls endroits où ça évolue significativement à la baisse sur votre zone, c'est le bassin de Brive, un petit bout du sud-est du Cantal, et du sud-ouest du Cantal, et un petit bout de l'ouest de l'Aveyron. Partout ailleurs, les valeurs sont suffisamment faibles pour qu'on puisse considérer qu'on est dans l'épaisseur du trait. Bref, le cumul annuel de précipitations sur le massif central n'évolue pas, sauf à l'extrême, au sud-ouest. Confirmation, si on regarde les cartes 2000 et 2050, les 2 tiers nord du massif central, en gros, c'est la même carte, et il y a vraiment, quand on part vers le sud-ouest, où on voit une légère décoloration, on va dire, qui correspond à une baisse des précipitations. Je vous montre essentiellement des cartes d'évolution, mais on peut aussi regarder des cartes d'échéance fixes et puis faire mentalement la différence. Saison par saison, le printemps, attention, les couleurs sont ce qu'elles sont, mais les valeurs sont... Il faut surtout regarder les valeurs. Là, toutes les couleurs, sauf éventuellement le vert le plus sombre, c'est une diminution des précipitations. Et c'est cohérent, ou si on préfère, c'est une explication, du fait que ce soit au printemps que les températures évoluent plus vite. Pourquoi? Parce que les précipitations baissent. C'est une histoire de capacité calorifique de l'air. Au plus un air est sec, au plus il est facilement réchauffable et refroidissable aussi. Il ne faut pas oublier les deux. Donc réchauffable, je vous en ai parlé. Refroidissable, ça veut dire que finalement,
les derniers gels de printemps, ils ne vont pas tant régresser que ça. Je m'arrête, parce qu'on n'a pas trop le temps. En été, voilà, là, en cohérence avec le blocage de l'augmentation des températures, on a des zones où les précipitations en été sont en train d'augmenter sur le massif central, alors qu'on vous explique un peu partout que le signal, c'est une baisse des précipitations en été, certes. Ce que ne vous indique pas le graphique, par contre, c'est la qualité des précipitations. Alors certes, il y a pas mal de zones du massif central où les précipitations sont en train d'augmenter, mais ce sont essentiellement des précipitations de plus en plus concentrées dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire des averses orageuses. Voilà. Donc il y a une question de bilan hydrique qui peut éventuellement s'améliorer, mais après il y a l'utilisabilité de l'eau, étant donné la manière dont les précipitations vont se produire ou sont en train de se produire, enfin sont en train d'évoluer plutôt. L'hiver, donc là c'est en sens inverse, enfin comment dire, regardez bien donc les valeurs, et tout, ce que vous avez donc en blanc et en marron, c'est une diminution des précipitations. Alors sur une grande bande centrale qui va du sud-ouest vers le nord-est, on est plutôt donc en diminution faible, voire sensible, Corrèze, sud-est, Puy-de-Dôme et puis une bonne partie du Cantal. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir surveiller de très près tout ce qui est recharge hivernale, qu'elle soit superficielle, enfin du sol, ou éventuellement des réserves quand il y en a, ou quand il y en aura. Suivante. Donc le bilan hydrique, certes, c'est l'évolution des précipitations, mais d'un autre côté, c'est l'évolution de la demande du milieu. Donc il y a une demande évaporatoire de référence qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle, ETP. Donc voilà comment ça évolue. Pour faire simple, l'évapotranspiration potentielle, c'est l'évapotranspiration réelle d'un couvert herbeux qui ne subit pas de stress hydrique. C'est quelque chose qui est standard, qui est assez facilement calculable, c'est pour ça qu'en général on utilise ça. Donc comment est-ce que ça évolue? Même sur le blanc, ça correspond quand même à une augmentation de la demande de 80 à 100 mm. Alors d'accord, les précipitations, elles n'évoluent pas, elles ne se dégradent pas. Oui, mais la demande, elle progresse de 80 à 100 mm, donc c'est quand même un stress hydrique supplémentaire de 80 à 100 mm. Et lorsqu'on est en périphérie, plaine de la Limagne, plaine du Forez, aux alentours de 120 à 140 mm supplémentaires, à l'extrême sud-ouest, on arrive aux 160 mm supplémentaires. Quand on combine les deux, précipitation en positif, demande évaporatoire en négatif, on obtient ce qu'on appelle un bilan hydrique potentiel. Où là, faites attention, le bleu, c'est déjà une dégradation. Sur la plupart du massif central, donc cette dégradation, elle correspond simplement à l'augmentation de la demande évaporatoire. Par contre, sur le sud-ouest, il faut combiner avec la baisse des précipitations. Donc si en plein cœur du massif, on est à moins 80, moins 100 mm de dégradation, enfin, 80 à 100 mm de dégradation du bilan hydrique, sur le sud-ouest, on est aux alentours de 200, voire ponctuellement 250 mm en 50 ans de dégradation du bilan hydrique sur l'année. Ça, je vous ai fait simplement, donc là c'est toujours le bilan hydrique potentiel sur l'année, mais en échéance fixe 2000 à 2050, pour vous faire remarquer que vous avez des zones orange foncé là qui arrivent déjà sur le bassin du Tarn dans l'Aveyron, et également donc sur la plaine de la Limagne, un petit peu sur la plaine du Forez. Quand on arrive à 450 mm de déficit, c'est une des caractéristiques conventionnelles du climat de type méditerranéen. Voilà. Donc ça arrive en plein cœur du massif central, en plaine, mais quand même en plein cœur du massif central. Alors, on m'a demandé spécifiquement, expressément, de ne pas retenir mes coups, mais quand même. Là, on va rentrer dans la zone full contact. Donc, pour ceux qui ne se sentiraient pas en état d'encaisser, je leur laisse quelques instants pour vous fermer les yeux, boucher les oreilles, voire sortir de la salle. Voilà, je tiens à vous prévenir. C'est bon? Oui. Non, après, ça sera après les deux présentations. Donc, on y va? On y va, c'est parti. Oui, donc j'ai fait disparaître, là je vais vous parler de ce qui est en train de se produire en réalité dans l'atmosphère, d'un point de vue global plutôt, qui est très très mal simulé par les modèles, mais qui est observé, c'est-à-dire le démarrage d'une accélération du changement climatique au niveau global. En particulier, ça a été repéré dans un article de James Hansen, qui est un petit peu connu dans le milieu de la climatologie, qui a remarqué quoi? Qui a remarqué que pour des raisons de dégradation du bilan hydrique, du bilan énergétique terrestre, vraisemblablement dû aux politiques de qualité de l'air dans les pays émergents, parce que ça a été expliqué dans les fresques du climat, mais les poussières, les aérosols, ça bloque le rayonnement solaire. Si vous nettoyez l'atmosphère, si les gens respirent mieux, vous filtrez moins le rayonnement solaire, donc la température augmente.
Et il n'y a pas de raison donc, que ça se... La dégradation donc, du bilan radiatif terrestre a été, depuis une dizaine d'années, depuis environ 2010, de 50 à 100%. Donc, en conséquence, augmentation de la vitesse du changement climatique depuis 2010 environ, de 50 à 100%. Donc voilà, donc, ce qui a été projeté, on va dire, par James Hansen. Et puis, donc, le point où on sera en 2023, on sera déjà dans le jaune et légèrement supérieur, et en 2024, on sera vraisemblablement supérieur. Voilà. Donc, il y a guère de doute sur le fait qu'on a enclenché donc, une accélération pluridécennale du changement climatique global. Il se passe aussi des choses avec le El Niño, donc, qui a démarré il y a de ça quelques mois. Là, c'est quoi? C'est l'extension de la banquise antarctique, qui est sensible à El Niño. Et ce que vous aviez là, la petite courbe orange que j'ai mis une flèche dessus, c'était le El Niño assez fort de 2015-2016 qui avait donné lieu à des records donc, de surface basse de cette banquise antarctique. Regardez le record que ça avait fait, donc la surface, et regardez le record sous la courbe noire là, de cette année, sachant que le El Niño de cette année, il est moins fort que celui de 2016. Donc visiblement, on est à facteur 5, à facteur 10 en termes de conséquences, avec un phénomène initiateur qui est un peu plus faible. Donc visiblement, on a quitté un fonctionnement réversible et on peut postuler, enfin on peut affirmer même, qu'on a dépassé un point de basculement donc, du changement climatique terrestre. Hop, pardon. Hop, regardez là. Ça, c'est pour vous dire que c'est pas uniquement un truc de la banquise antarctique, donc tout le monde se fiche. Il y a également des conséquences donc, dans la température moyenne des océans, donc entre 60 degrés de latitude nord et de latitude sud, c'est-à-dire pratiquement tous les océans de la planète. Voilà quelle est la température moyenne annuelle donc par rapport à tout ce qui a été observé depuis une quarantaine d'années. Regardez où on se situe. On est record, certes, mais on est complètement hors gamme. Donc ça, c'est aussi un indicateur relativement fiable du fait qu'on a dépassé donc, un point de basculement donc, du fonctionnement climatique terrestre. Et enfin, est-ce que ça pourrait être pire après? Bah oui, vraisemblablement. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses, donc ça a été repris donc, dans le bulletin des gaz à effet de serre de l'Organisation mondiale de la météorologie de l'année dernière, en novembre 2022. Il y a des explications très nettes là-dessus, et ça a été confirmé donc, en 2023. Qu'est-ce qui a été confirmé? Une augmentation, une vitesse d'élévation du méthane dans l'atmosphère qui est inconnue sur la période observée. Et c'est biogénique, c'est-à-dire que c'est une rétroaction du changement climatique, avec quasi certainement ce qui se passe dans les tourbières tropicales et équatoriales. Vous avez donc le fait de la modification des régimes de précipitation et l'augmentation des températures qui fait que c'est en train de devenir la source principale, ultra majoritaire, du dégagement de méthane dans l'atmosphère. Donc finalement, ce qu'on considère avec les flatulences des bovins, c'est en train de devenir mineur, voire négligeable dans ce phénomène, à cause de la rétroaction du changement climatique. Et soyons clairs, ce que je viens de vous dire, c'est une très mauvaise nouvelle. Dernière, j'espère que c'est la dernière. Est-ce que, alors jusqu'à là, ça a été contraint par la physique, c'est-à-dire que vous fassiez quelque chose ou rien, voilà, c'est lancé. Là, sur ce graphique-là, qui vous a déjà été présenté de manière quasi analogue, on va dire hier. Alors c'est quoi? Ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Alors hier c'était gaz à effet de serre, moi je vous présente uniquement le CO2. Et puis vous avez donc comment est-ce que ça doit évoluer vers le futur pour que ça soit compatible avec un réchauffement de 1,5 degré, 2 degrés, ou 2 degrés, c'est en violet donc en vert. En pointillé, donc ce sont les promesses qui ont été faites lors de l'accord de Paris. En marron, c'est les engagements qui ont été pris, les engagements nationaux, qui ont été pris donc, auprès de l'organe des Nations Unies qui est spécialisé donc, dans la récupération, enfin dans la concentration des contributions nationales, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en rouge, c'est ce qui est cohérent avec tous les investissements publics et privés qui ont été effectivement faits dans la production mondiale d'énergie fossile. Donc nous sommes encore actuellement dans le cadre d'un scénario, c'est l'équivalent, ce qu'on est en train de suivre jusqu'à cette année. Hier, on vous a expliqué que c'est un scénario qui est 7.0. Voilà, on est en train de suivre le scénario 7.0. Alors, pas tout à fait le maximum, on appuierait à fond là, sur l'accélérateur en réouvrant des mines de charbon un peu partout sur la planète, dont en France, mais presque. Voilà. Et donc, et si donc, on fait donc, tout ce qu'on a promis de faire au niveau mondial,
et ben donc on arriverait donc à diminuer, on passerait d'un scénario 7.0 à un scénario 4.5 qui est central donc dans les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, sachant que la différence entre ces deux scénarios ne commencerait à se faire sentir qu'au-delà de 40 ou 45 ans. Voilà. Alors, vous allez dire, mais est-ce que je suis venu là pour vous casser la motivation? Bah, pas du tout. Pas du tout, parce que je trouve que ce que vous faites, en particulier dans le cadre de l'économie régénérative, c'est absolument indispensable. Et que la mise en mouvement de la société pour lutter contre ce phénomène, bah, c'est impératif et immédiat. Par contre, ce que je vous demande, c'est que vous vérifiez bien à l'intérieur des processus que vous allez enclencher que c'est bien compatible avec le changement climatique tel qu'il est réellement en train de se produire sur votre territoire. Merci de votre attention.